Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, dans le studio au bureau, j'ai une fois de plus Grégory Blanc, président, directeur général, fondateur de Mentor Aéro. Tout. La seule chose que je suis pas, c'est pilote. C'est Olivier. T'es toute. D'ailleurs, Olivier Lacombe, le pilote laconique, est désigné. Allô? C'est le pic. Ça va super bien. Command. Et André, alors, éditeur en chef des Ailes du Québec. C'est moi, ça? Éditeur en chef. Oui. Oui, c'est moi. Ah, OK. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Vas-y. Hein? Hein? L'année 2020 achève. Ouh. Yes. En espérant qu'il n'y ait pas de 32 décembre. Ouais. Rendu là, tout se peut. Ouais. Ça va faire comme dans le jour de la marotte, on va se réveiller puis ça va être la chanson stupide. On va être au mois de mars. Get You Babe, là. Non! Hey, sérieux, là, en tant qu'extraverti confiné, là, sortez-moi de cette année-là yesterday. Je n'en peux plus. J'ai échangé des vœux de bonne année avec des gens de relations publiques de différentes compagnies dans la région, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, écoute, c'est la prochaine conférence de presse que tu fais en vrai, en présentiel, là. Ouais. Je vais y aller, même si le sujet, c'est la couleur des tapis des bureaux. Ouais. Ouais, Et ça a été remarqué. D'après moi, ils vont en faire une, même s'ils achètent une boîte de stylo. c'est ça. Hey, on a des sandwichs, venez. Ouais. Malade. OK. Hey, on part ça avec, Mais avec quoi? comment dire, Des- une bonne nouvelle. Ah oui? Ça se peut, ça? Airbus est loin devant Boeing pour le segment des monocouloirs. OK. Alors, on est dans la revue de l'année. On ne faisait pas nos rafales avant, Claudia? Je suis tout perdu. Non, on va finir avec le Rafale. Ouais, on finira en rafale, ouais. là, tout en beauté. OK, c'est beau. Alors, allons-y avec Boeing et Airbus. En fait, l'année 2020, les deux fabricants ont reculé cette année en termes de commandes. Le carnet de commandes a reculé. Mhm. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est surtout Boeing qui a reculé d'à peu près 1200 annulations de commandes. Ils ont enregistré quelques commandes, mais au total, ils sont près de 1000 commandes de moins que l'an dernier. Donc, c'est un recul, grosso modo. Là, le carnet de commandes du MAX a reculé d'à peu près 22% cette année. Du côté d'Airbus, on a enregistré 80 quelques annulations. Puis avec les livraisons, comme on n'a pas eu beaucoup de commandes, on a reculé à peu près 250 appareils. Je me souviens plus du chiffre exact. Mais c'est quand même c'est une année atypique, comme on dit. Mhm. On avait été habitués, ils finissaient l'année avec 1500, entre 800 et 1400 nouvelles commandes. Là, cette année, Airbus en a ramassé 300, puis ils sont tout contents. Puis c'est des commandes qu'ils ont ramassées avant janvier, février. OK. Ce qu'on remarque, par contre, marché total, quand on regarde le marché total des avions, si on prend Airbus et Boeing sans tenir compte des autres constructeurs, ben Airbus a 63% du marché, puis Boeing 37%. OK? Là où c'est surprenant, c'est qu'entre les deux, le monocouloir, donc la famille A320 plus la famille A220, ils ont 66% des commandes versus 34% pour Boeing, la famille 737. Donc, Airbus a presque 2 fois plus de commandes dans le monocouloir que Boeing. Il y a un problème sérieux là, du côté de Boeing en termes de compétitivité. On n'est plus dedans. On sent très bien que le MAX 8 est isolé tout seul dans son coin. Le MAX 9, le MAX 10, c'est pas compétitif parce que si on compare du côté d'Airbus pour les plus grandes versions, on a non seulement l'A321, mais on a le 321LR et XLR qui sont beaucoup plus compétitifs et beaucoup plus polyvalents et attrayants pour les compagnies aériennes. D'ailleurs, Airbus veut accélérer la production ou la production des 321LR. Puis le XLR, qui est toujours pas en service, là, ils veulent accélérer aussi la mise en service. Il est supposé rentrer quand, André, le XLR? En service? Début 2022, parce que l'assemblage devrait commencer quelque part dans le milieu de l'année. Puis il devrait sortir de l'usine avant la fin de l'année. Il faut compter quelques mois minimum pour les tests de validation. Quelques mois, on parle de 10 mois probablement là, pour la mise en service. OK. Bon. C'est le 321 LR qui, jusqu'à maintenant, sauve Airbus de la catastrophe, mais 2021, ça va être pire.
au niveau des annulations de commandes. Juste du côté d'Airbus, AirAsia X, qui est en train de déposer son bilan, puis qui va probablement déclarer faillite, c'est 130 commandes chez Airbus, dont 78 A330-900. Oh. Est-ce que c'était eux autres le client de lancement de la version 900? Lancement, non, c'était pas eux autres, c'était pas. Il me semble que c'était Delta Airlines qui avait pris le premier, ou c'est dans les premiers, c'était Delta, c'était pas AirAsia. OK. Mais c'est près de 5 milliards de commandes qui pourraient être effacées du carnet d'Airbus. Donc, déjà, là, on voit que dès 2021, ça va commencer dur. Et là, les compagnies aériennes ont été capables en 2020 de recevoir de l'aide, de passer au travers. Mais là, à un moment donné, le gouvernement commence à tirer la prise, puis là, ils réduisent les efforts. Tu peux pas se maintenir tout le monde tout le temps. Fait que ça va être une année difficile pour Airbus et Boeing. Fait que je m'attends à plus d'annulations. Maintenant, quand on regarde le marché des monocouloirs et qu'on ajoute Comac, Embraer, Irkut et dans le total, là, on arrive Airbus à 62% du marché des monocouloirs, Boeing 32%, Comac 3%, Embraer 1%, puis Irkut 2%. Comac a 350 commandes fermes pour son C919, mise en service cette année probablement, certification 2021, donc peut-être mise en service 2022, là, mais début 2022. Donc, eux, ils sont rendus très avancés dans ce programme-là. Ils ont acquis de la maturité avec l'ARJ 21, souvenez-vous. Donc, faut pas s'attendre maintenant à ce que les Chinois commandent beaucoup d'avions de l'extérieur de Chine dans le monocouloir maintenant que le C919 rentre en service. L'avantage d'Airbus sur Boeing en Chine, c'est qu'Airbus a une ligne d'assemblage finale, ce que n'a pas Boeing. Oui, exact. Donc, la ligne d'assemblage de Tianjin en Chine de Airbus est un gros avantage. Donc, si les compagnies aériennes chinoises ont besoin de commander de l'extérieur de la Chine, c'est clair que c'est Airbus qui va être favorisé. Boeing n'a pas grand-chose à... De toute façon, d'une façon, si tu regardes ça d'une façon logistique et d'une approche pragmatique au niveau opérationnel, les opérateurs, le temps que l'avion gagne en maturité, là, on en a parlé souvent au cours de l'année, les entrées en service et le fait qu'on va voir ce que vaut vraiment le 919 dans la vraie vie lorsqu'il va rentrer en opération. Là. La plupart des opérateurs, puis même s'ils sont forcés par le gouvernement chinois d'acheter des 919, ils seraient fous de n'avoir qu'un seul modèle en service, là, en opération. Donc, la plupart, souvent, des gros opérateurs, surtout des gros opérateurs chinois, ils risquent quand même de garder encore pour longtemps une flotte mixte dans le but de pallier à ces problèmes-là. Si jamais le 919, ils ne l'enlèveront pas du marché là, parce que ce serait un désaveu total, mais s'il prend plus de temps que prévu à être opérationnel et à être totalement opérationnel, là, ils peuvent compenser avec autre chose. Fait que d'où l'idée, le long shot, là, avoir de la vision. Là, on s'entend que c'est pas avec. Combien il y a d'avions qui sortent de l'usine en Chine, André? Te rappelles-tu des chiffres? Ils en font pas beaucoup, là. Non. On est je pense que pour l'ARJ 21, on est rendu à une vingtaine par année. Puis pour Airbus, les A320, la famille A320 qui est assemblée en Chine, là, c'est quoi? C'est 4 par mois la cadence. OK. Fait qu'on s'entend que c'est pas avec ça qu'Airbus va... ils feront pas sauter la cagnotte, comme on dit. Là. C'est vraiment pour assurer une certaine présence... Fait que tu vois vraiment le move politique plus que d'autres choses à travers ça. Ça permet de maintenir de bonnes relations diplomatiques et commerciales. Absolument, c'est très bien dit. Je t'en prie, continue. Alors, je continue. Irkut a 175 commandes pour le MC21. Pour les deux versions, ils ont le 300, puis je pense qu'il y en a une version plus longue aussi dans le pipeline. Eux aussi progressent là-dessus. Les avions volent. Ils ont commencé à voler, d'ailleurs. En tout cas, je ne veux pas embarquer sur le détail d'Irkut. Et après ça, on a Embraer qui a encore 151 commandes à livrer de l'E2. Embraer a arrêté le développement de l'E275 quand la pandémie a commencé, parce que de toute façon, ils n'avaient pas de commande pour cet avion-là.
190, 195, ils en ont livré 22. Fait que quand tu fais le total des avions livrés, tu ajoutes les avions livrés, tu arrives à 173 commandes totales pour le programme E2, Oui. soit deux de moins que l'Irkout. OK? Je veux bien reconnaître que c'est pas tout à fait le même marché, c'est pas la même situation, mais tu parles quand même d'un fabricant occidental qui a vendu des milliers d'avions en dehors du Brésil. Puis là, un programme qui a 7 ans d'existence, Ouais. qui est en service depuis 2 ans, puis t'es même pas capable de battre les Russes, c'est gênant, là. Ça commence à faire beaucoup, effectivement. Puis on y Et va là avec aussi, on a vu avec le A220 que moins il y a de commandes, là, ça va un peu ensemble. Tu sais, là, Ouais, les opérateurs ouais. se mettent à avoir peur d'être orphelins. Tu sais, ça s'améliorera pas, cette histoire-là. Là. Ben, Moi, absolument. j'enchaînerais, dans notre revue de l'année, j'enchaînerais avec la grosse nouvelle de 2020 dans l'aéronautique, qui a été l'abandon de l'entente entre Boeing et Embraer Mhm. Oui. au printemps dernier. Ça a été, ça a envoyé un nombre de chocs dans l'industrie. Tout le monde est tombé par terre. Et là, on en voit une des conséquences. Regarde, le carnet de commandes a stallé chez Embraer le temps que les commandes, le temps que les négociations se fassent entre Boeing et Embraer. Puis maintenant qu'on est en pandémie, ben on laisse tomber Embraer. Puis sérieusement, là, est-ce que Boeing pouvait choisir un plus mauvais moment pour Ouais. laisser tomber Embraer? Fait que là, André, on y va-tu avec une prédiction, là? Oui. Dans le genre, Dans le genre... Embraer, ben, moi, je pense qu'Embraer, là, aviation commerciale, là, ils sont sur leur dernier mille. Attention, Attention, oui. Ah oui. Bon, ça, c'est notre Et, prédiction pour... OK, alors on y va. Mais là, c'est une prédiction conjointe parce qu'il faut avouer qu'on en a parlé un petit peu en préparation d'émission tantôt avec vous André. êtes d'accord là-dessus, là? Ouais. Puis André est d'accord avec moi, là. Moi, je pense que ça sonne le glas de Embraer Aviation Civile. Embraer disparaîtra pas parce qu'il y a tout le volet militaire et tout ça, là. Mais la division aviation civile, moi, je pense que on est sur les derniers milles. En fait, on Dans hésitait la entre gauche. deux options. Va-t-elle disparaître ou être acquise? Et toi, t'as l'air de penser que ça vaut rien de toute façon. Ben, l'affaire qui arrive, c'est que on se rappellera, vu C'est que quand c'est la même une revue, bonne équipe, là. c'est la revue de l'année, donc on a le droit de faire des retours en arrière. On se rappellera que André nous avait amoureusement lancé l'idée que les Chinois pourraient peut-être être absolument. intéressés à racheter Embraer Aviation J'ai dit Civile. ça, moi. Oui, t'as Moi, dit j'ai ça, dit toi. ça. Oh oui. J'ai jamais dit ça. Oh, oui, Non, t'as dit non, ça. André n'y croyait pas, mais moi, j'ai dit qu'il y avait des rumeurs. Ah ouais, c'est pas André, moi je pense. Non. Alors, hey, là. OK. Je vois. OK, non, mais je te donne le bénéfice du doute, André, c'est correct. Je t'insiste, je vais sortir les missiles. Ouais, c'est mieux d'avoir de la longue portée parce que. Donc, mais sincèrement, admettons que ça serait plausible que les Chinois soient intéressés par Embraer. Ouais. Pour plein de raisons. Tu sais, les Brésiliens travaillent bien, là, c'est correct. Là, c'est pas, donc, pour l'expertise et l'ingénierie et tout le kit, là, absolument. Sauf que moi, personnellement, je pense que cette décision-là de autre que l'aspect politique, tu sais, pour les Chinois d'avoir un pied en Amérique du Sud en s'associant ou en rachetant Embraer, tu sais, tout le côté politique de la chose, là, on met ça de côté. On regarde juste l'aspect technique. Si le 919, si l'entrée en service, si le développement se passe bien, ils n'ont plus besoin d'Embraer. Tu n'as plus besoin d'aller chercher cette expertise-là. Ouais. Oui, ça a été long, mettre l'avion en service, et oui, ça a été interminable. S'il n'y avait pas eu de pandémie, peut-être que la question se serait posée. Exact, mais moi, je pense que d'un point de vue technique, parce que ce serait à peu près la seule raison autre que politique d'aller chercher cette expertise-là, c'est si ça se passait mal chez vous. Mais là, si l'entrée en service se passe bien, André, pour le 919 cette année, là, pourquoi que je dépenserais de l'argent à aller chercher une expertise ailleurs alors que finalement, c'est pas si payé que ça chez nous? Donc là, on assisterait peut-être... Pardon, André, vas-y. Je disais, l'objectif des Chinois, c'est de devenir autonome en aérospatial. Alors, pourquoi aller investir ailleurs? C'est ça. Donc, si les gens qui nous écoutent peut-être seraient tentés de dire oui, mais on sait que les Chinois
souvent, c'est pas juste une question d'aujourd'hui, là, OK? Il y a peut-être pas il y a 20 ans, là, mais aujourd'hui, ils font souvent des moves pour essayer de s'imposer politiquement dans le monde. C'est un fait. Puis c'est sur cet aspect-là de la chose, je peux pas vraiment commenter. Je suis pas un expert en géopolitique, donc oui, ça se pourrait qu'ils décident de le faire dans le but d'assurer une présence au Brésil. Fine. Mais autre que ça, moi, je pense pas que techniquement, si ça se passe bien avec leur programme aéronautique, finalement, t'as plus besoin de dépenser de l'argent pour ça. Mhm. OK. Mais enlève le contexte. Fais une supposition 30 secondes. Oui. Au moment où Boeing décide de laisser tomber Embraer, il n'y a pas de COVID-19, la situation est normale. OK? Oui, tout à fait. La première réaction que tout le monde a, oups, Embraer va devoir faire face à Airbus, puis ils sont en difficulté, puis ils doivent relancer les ventes. Ouais. Si tu es toujours dans un contexte non covidien, non covidien, merci, à la fin de 2020, là, tu regardes Embraer, tu as 151 commandes dans ton carnet, tu te dis 2021, mon grand, ça passe ou ça casse. Ou tu te ramasses des nouvelles commandes, ou tu es fini. Exact. Essaye de vendre des avions maintenant à un prix raisonnable, donc à un prix relativement payant. Là. Mm-hmm. Oui, on s'entend que les autres ne peuvent pas les vendre à perte. Là. De toute façon, c'est impossible. Ils n'ont pas les reins assez solides. Fait que, oui, tout à fait. Fait que donc, moi, personnellement, c'est ce qui fait que dans mon raisonnement, je pense qu'on est en train d'assister au dernier 1000 d'Embraer, à moins d'un revirement de situation. En fait, donc, c'est ça. Mon point, c'est peut-être qu'on assisterait à la première situation, à part les Chinois, bien sûr, et les Russes, où on aurait une compagnie aéronautique qui serait une société d'État et que ce serait un actif 100% stratégique, pas un actif commercial, pour un gouvernement. Ouais. Oui, mais en même temps, tu sais, Embraer, on sait que le gouvernement s'est retiré d'Embraer, a passé ces 10-15 dernières années à se défaire de sa participation dans Embraer, justement parce qu'on leur reprochait à Embraer d'être soutenu par le gouvernement. Donc, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si Boeing se retrouve dans le chute puis que le gouvernement américain prend une participation dans Boeing aussi? Ah ben là, c'est la porte ouverte, là, oublie ça. Là. Ça, de toute façon, j'ai pas l'impression que ça va arriver, là, mais... Non, mais ça va passer, André, tu sais très bien que ça va passer à travers d'obscurs programmes de recherche militaires. C'est pas possible. Ouais. Là, d'ailleurs, messieurs, on tourne autour du pot depuis le début de l'émission, là, mais je pense que c'est l'heure d'adresser THE sujet de 2020, toute industrie confondue. Vas-y. De quoi tu parles? Ah oui! As-tu eu rien à ton plafond, André? Non, mais j'ai des bébites. J'ai des bébites. Dans ton plafond? Ouh! COVID-19. OK. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, exactement. Qu'est-ce que la COVID? Pour C'est 500 la question. C'est une fausse maladie. C'est une qu'est-ce qu'une grosse grippe? Ouais. Alors, mesdames, ça fait un siècle qu'on vous le dit que la grippe d'homme, ça existe. Vous en avez la preuve maintenant. Mais plus sérieusement, c'est la dévastation. Au niveau du transport aérien, puis de l'industrie aérospatiale, c'est la dévastation, la tragédie. On pourra. Puis je veux pas minimiser. Je veux pas minimiser les décès et la réalité de ça, mais pour l'industrie du transport aérien, c'est la dévastation totale. Transport aérien, tourisme, loisirs, name it. Absolument, c'est comme personne. On a tempête parfaite. Ouais, et on a commencé à prendre conscience de l'ampleur de la tempête au début du mois de mars. Quand les compagnies aériennes, et en Europe et en Amérique du Nord, recevaient plus d'annulations que de nouveaux bookings. Là, ça va pas bien, là, tu sais. Ça a commencé à débouler. Avril, mai. Mais juste pour vous donner une petite image de combien l'industrie touristique, on va parler de quelque chose qu'on connaît là, ici au Québec, là, en Amérique du Nord. Cette semaine, on a sorti des chiffres là, pour faire un petit peu de la comparaison parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de controverses à savoir qu'est-ce qui se passe et si tu verrais tout ça, etc. Il parlait de Montréal, donc Montréal, Québec, Canada. L'argent qui s'est dépensé d'un côté, on
on va dire, tourisme, entre guillemets. Fait que ça inclut les restaurants puis tout ça. Là. Fait qu'on sait qu'il y a eu une offensive où on a encouragé les restaurants et tout ça. Là. Ça rentre tout là-dedans. On est au niveau de l'activité économique au niveau des... comment ça? J'allais dire des vacances, pas des vacances, mais touristique, excusez-moi, de 1990. Oh! Ouais. Donc, cette année, au Québec, il s'est dépensé du côté touristique de la chose, là, d'un point de vue touristique, il s'est dépensé autant d'argent qu'une année qui était considérée comme une très belle année là, au niveau du tourisme au Québec en 1990. Considérant zéro croissance pendant 40 ans, là, c'est pas terrible. Oui, non, absolument. Fait que, tu sais, c'est... Puis ça, c'est... on s'entend que c'est les mêmes chiffres qu'en 1990, mais pour une année normale. Donc, mon point ici, ce que je veux illustrer, c'est que on sait que puis c'est 93% de moins que l'année passée. Donc, on voit l'évolution du tourisme. On va parler juste pour quelque chose qu'on connaît. Pour nous autres au Québec, là, on voit cette évolution qu'il y a eu. Les pertes sont énormes. Je veux dire, moi, personnellement, j'avais pas d'image à me faire dire oui, on a perdu de l'argent. Au plus fort de la pandémie, à Dorval, il y a une journée, il y a eu 44 passagers aux douanes. Oui, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Puis c'est à travers des chiffres et des mises en situation comme ça que tu comprends l'ampleur du désastre. Le terme est excellent, André. Là, on peut vraiment parler d'un désastre quand tu sais que il y a 93% moins d'argent qui s'est généré en tourisme au Québec cette année comparé à l'année passée. Puis que ce chiffre-là, ce 7% qu'on a eu cette année, c'était une très belle année en 1990. Tu sais. Oui. Et en fait, l'Organisation mondiale du tourisme, à un moment donné, a publié une étude et de 2010 à 2019, OK, les 10 ans, quand tu regardes l'économie mondiale, si tu enlèves le tourisme de l'économie mondiale, a fait du surplace, il n'y a pratiquement pas eu de croissance. Presque toute la croissance économique des 10 dernières années au niveau mondial provient de l'industrie du tourisme. Et évidemment, quel est le principal moyen de transport utilisé par les touristes? Et voilà. L'avion. Alors, c'est ça. Puis donc, un gros merci à Ryanair et son autobus. 16 autobus. Et tantôt, tu parlais de 44 passagers à Montréal-Trudeau, Olivier. Moi, dans les dernières semaines, là, j'ai vu un gros titre, je nommerai pas la station puis le journal. Hein. Puis là, il parlait, Montréal-Trudeau bondé à craquer parce qu'il y avait 12 000 passagers cette journée-là, parce que la dernière fin de semaine avant celle de Noël, il y a beaucoup de voyagements. Mais ils avaient 12 000 passagers, c'est le 5e de ce qu'ils ont normalement à ce temps-ci de l'année. On parlait d'un aéroport craqué, bondé. Bon, okay. J'ai trouvé le titre un peu sensationnaliste, là. Mais on est loin. Comparé à d'habitude. Là. Ben, c'est aussi qu'il y a une difficulté physique à maintenir une distanciation dans la façon dont les flots sont organisés dans ces lieux-là. C'est pas tant qu'il y a du monde tant que ça, c'est que toutes les personnes qui sont là sont aux mêmes endroits. Oui. Il y avait une idée, parler de bonnes nouvelles, là, le COVID, là, en ce moment, là, à date d'aujourd'hui, il y a 27 000 personnes vaccinées au Canada. C'est pas pire. Ça avance. Ça avance. En espérant qu'on soit pas obligé d'avoir une deuxième run avec un virus muté. Oui. Mais juste une petite parenthèse sur tu parlais des conditions de voyage et à l'aéroport et tout ça. Aujourd'hui, en préparation d'émission, j'ai capté à la radio une discussion entre... je sais pas si tu as déjà entendu parler de lui, Olivier. C'est Jean Lapointe. C'est un pilote pour un transporteur national... Air Canada. Il intervient souvent à la radio. Puis il faisait un petit peu, il parlait de où est-ce qu'on en était rendu au niveau des mesures de précaution, puis tout ça dans l'avion. C'est incroyable les efforts que les transporteurs font pour sécuriser la cabine. C'est incroyable. Sincèrement, là, puis tu sais, je trouve ça, j'ai eu un petit sourire parce que les gens disent ouais, mais tu sais, il reste quand même que les pilotes sont capables de voyager. Puis là, tu sais, un pilote qui fait Montréal-Cancun, là, ben tu sais, c'est quand même mieux que faire Montréal-Kuujjuaq. Ben ok, mais ils sont confinés dans leur chambre. Là.
sont obligés, ils ont des menus tu sais, c'est pas du service aux chambres normal, c'est des menus préparés. Ils ont le choix entre 2-3 menus différents parce que faut que les cuisines soient capables d'assurer une certaine sécurité au niveau du virus, etc., etc. Donc, Non, c'est un méchant casse-tête. Là. Il y a autant d'efforts qui vont là-dedans que d'efforts pour pas prendre le clou avec l'avion. Là. absolument. Non, absolument. Fait que honnêtement, je profite de cette parenthèse-là pour lever mon chapeau aux compagnies aériennes et lever mon chapeau à tous ces gens qui travaillent, autant les pilotes que les agents de bord qui sont, je sais pas si vous avez vu des photos des agents de bord, là. Ouais. On dirait un chirurgien cardiaque qui est à 2 doigts de rentrer en salle d'opération, là, avec ils sont quasiment habillés comme à l'hôpital. Mhm. C'est quelque chose de gérer ses passagers. On en a entendu parler ces dernières semaines là, avec quelques gens qui voyageaient. Bref, donc voilà. Alors, je leur lève mon chapeau. C'est compliqué, c'est difficile. C'est wow. Ouais, et on espère que la nouvelle variante du virus en Angleterre va pas trop s'épandre, va pas créer plus de dommages. En tout cas, on espère parce qu'on aimerait André, bien sortir de cette épidémie. J'entendais des nouvelles d'une compagnie qui produit un vaccin qui disait 5 semaines et on est capable d'avoir une nouvelle version du vaccin qui couvre cette mutation-là au besoin. Donc, parce qu'en fait, on s'entend, le type de vaccin qu'on utilise actuellement est beaucoup plus facile à adapter que d'autres. Donc, en tout cas, il y a une lueur d'espoir, mais c'est possible qu'on soit en vaccination continue pour le futur. Absolument. Ceci dit, au Québec, malgré la COVID, on a eu quand même quelques bonnes nouvelles. Oui. Et la première, OWG, ça vous dit quelque chose, ça? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Le Québec est un des rares endroits dans le monde où en 2020 on a lancé une compagnie aérienne. Compagnie. Alors, félicitations à l'équipe de Nolinor et à Marco Prudhomme. Il faut avoir les reins solides, il faut être visionnaire, il faut avoir foi. Je pense ça prend aussi une bonne organisation, André. Oui, ça prend les reins solides, on s'entend. Là. Mais, tu sais, ça fait quoi, 2-3 ans qu'ils sont en préparation? Là? Ouais. Donc, je pense que ce que ça nous prouve dans leur cas à eux autres, c'est non seulement avoir les ressources. Que d'être prêt. Oui, non, mais absolument. Tout semble préparé, orchestré, je dirais pas à la seconde près, là, on s'entend. Mais, tu sais, on a un ordre de mission, là, puis on s'en tient à ça. On a un plan, on a un bon plan, on s'en tient au plan, puis ça a l'air de fonctionner, puis c'est une affaire à la fois, une journée à la fois. Donc, il y a tout un côté logistique, organisation et tout ça qui est assez remarquable dans ce cas-là de OWG, là, qui fait que la pandémie ne semble pas vraiment les affecter parce qu'on a, à part le virus, bien entendu. Oui, ça a un peu ralenti, ça a un peu mais ça n'a pas complètement chamboulé la stratégie. Puis si on finit par apprendre qu'ils ont eu un peu de retard à cause du virus quand même, ce serait surprenant. ça semble pas être quelque chose de, un showstopper là, au point où on a été obligé de renverser la vapeur et tout ça. Là, donc, ils ont débuté les vols qui débutent lentement. Mais c'est l'avantage quand tu es dans une situation actuelle, comme on vit présentement, quand tu as les moyens et que tu es bien préparé, c'est beaucoup plus facile de partir petit dans les circonstances actuelles puis de croître tranquillement que d'être gros puis de te réduire à la taille pratiquement d'OWG, tu comprends? Il y a des compagnies aériennes qui sont passées de 50-60 avions à quelques-uns. Donc, ils sont revenus à la taille d'une compagnie comme OWG. Oui, absolument. Et ça, c'est coûteux, ça, c'est dispendieux, ça, c'est difficile. Mais partir avec 2 avions, c'est beaucoup moins complexe, tu sais. C'est moins dispendieux, moins de frais fixes. Oui, absolument. Mais parlant de ceux qui réussissent à profiter de la situation pour se créer des opportunités, on a quelques bons exemples, dont CAE et Héroux. Oui, CAE, moi, ça demeure le joyau de l'industrie aérospatiale au Québec, c'est CAE pour moi. Et là, CAE vient de... C'est pas Bombardier? Pardon. Je parle de joyau. Ah, j'avais compris joyeux. C'est une joke. De joyeux. Donc, ce qui brille parmi tout le reste. D'accord. Okay? Pas nécessairement les plus gros non plus. Les joyeux sont pas gros. Les joyaux sont pas gros, mais sont Les joyeux sont pas gros non plus. En fait, CAE vient de compléter sa 3e acquisition en 2 mois. Cette fois-ci, ils ont acheté la compagnie Merlot.
Et non, ce n'est pas un fabricant de vin, mais bien une compagnie qui a un logiciel de gestion des équipages, donc le crew scheduling qu'on appelle dans le jargon. Le screw scheduling. Ah, Nous ça autres, on va bien. cellule des screws. C'est qui vole aujourd'hui? C'est une vis tête fraisée, 2 pouces et quart. Ça, c'est la version PG-13. Non. Moi, j'avais pas mal pire en tête. Non, c'est Allen qui vole. C'est Allen Screw qui vole. Alan Screw, oui. OK, c'est Noël. Donc, Monsieur Lapsus, je pense que je vais avoir un deuxième nom après Monsieur Soleil avec Monsieur Lapsus. Monsieur Slapshot. Donc, crew scheduling, qui est ou la gestion des équipages, qui s'ajoute au service que va offrir CAE. Donc, CAE, ils sont en train de développer un système où non seulement on va s'occuper de la formation du pilote, mais on va gérer ses horaires de vol, puis on va intégrer ça à ses horaires de... La même compagnie qui fait la formation fait les horaires de vol, donc il n'y a pas à contacter quelqu'un d'autre, tout se fait ensemble, tout est coordonné. C'est un peu comme si tu avais tous les services au même endroit, one-stop shop. Puis, n'oubliez pas aussi que CAE offre des services de formation de 0, dans le cas de certaines compagnies, là, jusqu'à la MPL. Donc, service intégré, on s'élargit, on continue de prendre l'expansion. CAE devrait finir son année financière à 0 à peu près, c'est-à-dire proche du 0. Petit déficit ou petit surplus, mais ils arrivent pratiquement à 0. Puis 2021, ils vont être probablement redevenir profitables. Héroux Deftech est un autre cas aussi qui va bien. Héroux Deftech a acheté cet automne a acheté une entreprise québécoise, on en avait parlé, qui est à Laval, dont j'oublie le nom, mais ça va me revenir. C'est pas Vericote, non. Non, ICOT. C'est ICOT. Qui est spécialiste de l'électroérosion. Exact. Qui ont ajouté alors puis ils sont encore à la recherche d'autres entreprises. Eux aussi sont à peu près au point de rentabilité ou au seuil. Puis la prochaine année financière, ils devraient déclarer des profits. Puis ils devraient continuer de prendre de l'expansion. Héroux Deftech, un peu à la manière de CAE dans la formation puis l'entraînement. Héroux Deftech est en train d'intégrer verticalement la plupart des fonctions qui lui permettent de fabriquer et assembler des trains d'atterrissage. Okay. Donc, ils vont avoir tous les corps de métier, toutes ce dont ils ont besoin. Et je me trompe, correction, ce n'est pas ICOT qui a été acquis par Deftech. Je viens d'allumer, c'est pas... excusez-moi, là, je suis en train de vous aligner sur un mauvais... c'est bon. On y reviendra quand ça te reviendra. Tout ça pour dire que dans leurs deux situations, on est entré en crise dans une position de force et on a su profiter des opportunités qui sont présentées. Oui, version moins facile, mais dans les circonstances, tout de même réussi, l'année 2020 de Bombardier. Ça, c'est le joyeux festin de la... Ça, c'est le joyeux festin des festivals des grosses nouvelles. Ouais. Rappelez-vous, en début d'année, on a commencé à avoir des nouvelles comme de quoi Bombardier Transport, la division Transport était à vendre. À un moment donné, même c'était peut-être même la division Avions d'affaires qui serait vendue à voyons, Seigneur. Non. Alstom. Non, la division. Hey, fais pas exprès pour le mêler, on finira pas. Premier mot, troisième doigt. Ouais, André, Nabucodonosor, roi de Babylone. Non, c'est pas ça. Mathusalem. Okay. Allez vous faire cuire un œuf. Le colonel Mustard. Dans le salon. Dans le salon avec le chandelier. C'est pénible aujourd'hui, Donc, André, tu disais? Donc, même la division Avions d'affaires était dans les rumeurs avant de la division affaires. Et finalement, c'est Alstom qui a fait une offre sur Bombardier Transport. Et Bombardier aussi s'est retiré de l'A220, ce qui a forcé une renégociation quelque peu tumultueuse entre Québec et Airbus, mais qui s'est réglée. Et curieusement, quand l'entente a été faite entre Québec et Airbus,
le ministre de l'Industrie et du Commerce, Pierre Fitzgibbon, dans une conversation avec quelques journalistes, nous disait que Laurent Baudouin ne voulait pas vendre la division transport. Il disait qu'il pouvait encore sauver l'entreprise ou la rentabiliser. Puis, suite à cette déclaration-là, quelques semaines plus tard, Alain Bellemare quittait son poste de président chez Bombardier. Drôle de hasard, n'est-ce pas? Et finalement, la vente devait se faire quand même. La vente s'est faite quand même. Arrivée d'Éric Martel à la tête de Bombardier en pleine pandémie. Comme tout le monde au mois de mars, ils ont été obligés d'arrêter la production. Puis là, ça a été réorganisation, annonce de 1400 mises à pied, 2500 mises à pied, dont 1500 au Québec à peu près, 1400 syndiqués qui ont été mis à pied, dont les annonces ont été faites là, au cours de l'année. Bombardier a perdu 2 milliards de dollars en 2020 à cause de la COVID-19 au total. Mais ça inclut Bombardier Aviation et Bombardier Transport. Ensuite de ça, on a conclu au mois de juin la vente avec du programme CRJ avec Mitsubishi a été conclue. Oui. Ça a été le premier soupir de soulagement. Oui. Ensuite de ça, plus tard dans l'année, au mois de septembre, octobre, à l'automne, la vente de la division aérostructure qui avait été conclue qui avait été annoncée en 2019, c'est conclu. Donc, les usines de Belfast et de Casablanca ont été vendues à Spirit Aérosystème tel que prévu. Et finalement, en novembre, fin novembre, début décembre, on recevait la confirmation que la transaction entre Bombardier et Alstom allait avoir lieu. La transaction finale à date, c'était le 19 janvier. Merci. 19, 21, même combat. 21, c'était une autre date. 19 janvier, ça va être la clôture de la transaction. Donc, Bombardier Transport va devenir une division de Alstom le 19 janvier prochain. Ça a été approuvé par les autorités réglementaires en Europe. Par les Europes. Ouais, une grosse année chez Bombardier en 2020, effectivement. Le nouveau président, Éric Martel, a réussi à compléter toutes les transactions qui n'étaient pas les siennes dans le contexte de la COVID-19. Regarde, il a dû avoir des sueurs froides, il a dû avoir des menaces de part des acheteurs, et ça a dû être une année difficile. Mais ce qu'on entend du côté de Bombardier, ça commence à être intéressant. Il commence à avoir des rumeurs de commandes d'avions d'affaires, ça recommence à brasser. Il reste que, comme on l'a dit souvent, le marché des avions d'affaires est celui qui va répondre le mieux, le plus facilement, le plus haut dans la prochaine année, et sur tous les segments. Là. Ah, absolument. Absolument. Mais c'est le secteur qui nous réserve toujours le plus de surprises. Le c'est secteur, un peu indépendant. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si... Petite anecdote, André, en parlant de jet d'affaires, je ne sais pas si tu as vu. Et puis Olivier, tu me diras ce que tu en penses également. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais aux États-Unis, il y a Gamma et la FAA qui sont partis en guerre contre des gens qui font du taxi pirate avec leur jet d'affaires. Avez-vous vu passer ça? Du taxi pirate. Oui. Il y a plusieurs programmes aux États-Unis de genre de style Uber pour des avions. Parce que ça touchait les petits avions, genre des 172, des Cherokee, des patentes de même. Ouais. Genre du ride-sharing. Mais il y a aussi toute une industrie grise. Il appelle ça le Grey Market, le Grey Charters aux États-Unis. Ouais. Donc, il y a deux catégories. Il y a les charters qui sont comme noirs, si on veut, ou c'est clairement illégal. Ouais. Et il y a aussi toute la zone des charters, des non-résidents qui sont gris. Donc, exemple, un exploitant qui est 604, là, je vais te prendre les termes canadiens. Là. Un exploitant qui serait 604, mais qui se ramasse à faire un vol 704, mais sans trop le savoir. Ouais. Parce que sur une technicalité, sur une virgule, il changerait de catégorie. Donc, c'est un peu ça qui arrive. Puis là, c'est ça, les Américains, ça fait longtemps qu'ils courent après ça. Là. Ouais. Puis là, c'est ressorti. Qui couraient après ça. Non, ben exactement, c'est exactement ça, Olivier. Puis ils sont donc c'est revenu dans l'actualité ce petit problème-là. Parce que cette année, l'aviation d'affaires a très bien fonctionné. Les gens se sont détournés. Ceux qui ne le connaissaient pas encore, ce service-là, l'ont découvert cette année. Le fait de pouvoir voler en jet privé.
Donc, ça reste une industrie qui trouve toujours le moyen de rebondir. Oui. Fait que ceux qui pensent que ça va être difficile pour Bombardier parce qu'ils n'ont que des jets d'affaires maintenant, pas si sûr que ça, moi. Ouais, puis l'autre chose qui est intéressante, qu'il va falloir surveiller, c'est l'aviation d'affaires en Europe. L'industrie est sur le point de réussir à faire la transition vers les carburants durables, OK? Oui. Et parce que comme ils consomment beaucoup moins de carburant que l'aviation, que les lignes aériennes, les installations, les infrastructures nécessaires sont beaucoup moins grosses et dispendieuses à installer. Et là, c'est l'objectif. S'ils réussissent cette transition-là en Europe, ils vont pouvoir voler des parts de marché aux compagnies aériennes dans le haut de la clientèle affaires. C'est sûr qu'au départ, on ne considérait pas les voitures privées comme des concurrents à l'industrie du taxi, mais l'histoire nous a montré qu'il fallait voir un petit peu plus large que ça. Donc, clairement, à ce niveau-là, moi, si j'étais un exploitant commercial présentement, j'aurais un stress du ride-sharing en avion privé. Ouais, entre autres, ouais. Mais c'est une industrie habituellement qui réagit relativement assez vite. Qui s'adapte très bien, qui gueule beaucoup. Là. Le NBA aux États-Unis porte beaucoup, a une voix qui porte beaucoup auprès des autorités, mais il reste que c'est aussi quand même une communauté qui se réinvente très facilement. Pour utiliser un buzzword qu'on a beaucoup entendu cette année, là, se réinventer. Il reste que l'aviation d'affaires, autant qu'elle peut être très, j'allais dire pas protectionniste, mais elle peut être très... chauvine? Non, mais qu'elle peut ne pas trop changer de choses dans un certain domaine. Elle peut aussi se réinventer et faire autre chose tout de suite le lendemain. Là. D'ailleurs, on l'a vu en 2008. Ça a rebondi, c'est revenu de plus fort. Fait que c'est pas. Je pense pas que c'est mort de sa belle mort, bien au contraire. D'autant plus que, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le jet privé. Puis quand je dis jet privé, j'englobe les Plane Sense et tout ça, tous les petits transporteurs privés, en Pilatus. Je parle pas forcément d'un gros Global Express ou d'un G5. L'aviation d'affaires, c'est la personne qui a un Cirrus ou un 172 qui utilise pour son propre 172 qu'il utilise pour ses déplacements d'affaires au BBJ. Là. Exactement. C'est tout ça. C'est très, très large. Il y a ça, puis c'est un très bon point, Olivier. Merci de nous ramener dans le droit chemin. Parce que c'est vrai que on a souvent tendance à penser à un gros 777 du Sultan du Brunei, là. Mais c'est aussi le gars, le petit homme d'affaires qui se promène avec son 172, effectivement. Bon point. Dernier sujet plate de l'année avant de passer au brève, donc les choses que vous devriez savoir cette semaine si on n'était pas en train de faire une revue de l'année. Oui. Les crashs. Ouais, je sais. Puis, hey, Claudia, après tes crashs, je vais faire une mini revue de l'année, là. Militaro-spatial? Oui, André va être d'accord avec moi. C'est vrai, il faut qu'on parle un peu de SpaceX. Oui, absolument. À tout le moins. Donc, les deux gros crashs, on va les appeler des crashs commerciaux, disons, de l'année, c'est Pakistan National. Oh non, j'ai ta maladie. Ouais, c'est contagieux, mon enfant. Dis Pia. Ouais, le crash de Pia à Karachi en mai. Et... De Karachi à Karachi? Ouais. Et je ne savais pas qu'on était à joke de papa. Oh! Et le vol de Ukraine International Airlines qui a été abattu par les autorités iraniennes. Because why not? En janvier, ouais. Ben c'est vrai qu'on le considère pas comme un crash parce que dans le fond, c'était comme pas un accident. C'est comme le 11 septembre, c'est pas considéré comme un crash, c'est exact. C'est considéré comme une Mais catastrophe. du côté des passagers, je dirais que c'est pas mal du pareil au même, là. Ouais, le résultat est le même, mais c'est pas la même catégorie statistique. Du côté des passagers, ils ne sont pas arrivés. Malaisie au-dessus de l'Ukraine aussi, là, la même chose. Ils voulaient être à parité avec les Russes et les Américains, fait que... Ouais. Et quelques crashs militaires en Amérique du Nord, dont 2 Canadiens, desquels on va faire mention, le Sikorsky en Grèce au mois d'avril.
Ouais. Ouais, le cyclone, ouais. Ouais. Et le tuteur des Snowbirds en mai. Oui, malheureusement. En Colombie-Britannique, ouais. Toutes des grandes tragédies, dans le fond, on prend quelques minutes pour les souligner puis envoyer des ondes positives à toutes les familles et les survivants de ces accidents-là. Mais à part celui de Pia, Oui. on n'apprendra pas grand-chose de ces crashs-là, si je ne me trompe pas. Ben, dans le cas des crashs militaires, on va laisser Olivier débattre de ça, là, mais est-ce que je me trompe, Olivier, si je dis que dans le cas du tuteur, c'était malheureusement connu, entre guillemets, là? Ouais, le crash du cyclone, on va en savoir un peu plus. Ça va nous donner des bonnes informations. Il va y avoir une enquête intéressante à suivre. Ouais. Dans le cas du tuteur, je pense que c'est juste un concours de mauvaises circonstances. Ouais. Donc le fait que d'avoir un seul moteur, c'est toujours un peu risqué. Ben, ça relance un peu le débat d'une cellule vieillissante. En fait, ça lance un débat du F-35 et du Gripen versus un avion bimoteur. Exactement, ouais. Et tu as décidé d'élargir ça au point où ça devienne controversé, là, tu sais. Que d'accord. Ben, dans le cas du tuteur, Olivier, c'est... Tu sais, je veux dire, on va être d'accord au moins sur une chose, tout le monde et tous ceux qui nous écoutent, c'est que nos boys and girls de Portage-la Prairie font des miracles avec pas beaucoup, là, dans le sens où ils gardent en vol une machine qui aurait dû prendre sa retraite il y a déjà 30 ans. Là. Mais les avions, sont quand même en bon état, parce qu'ils sont pas maganés de tant que ça. Ouais, non. Mais, puis ils font un travail fantastique. C'est plus le fait que c'est un monomoteur, un avion, un straight jet. Donc, s'il avale un morceau, exemple, son propre paraquet qui avale un oiseau, ben, comme on n'a pas une soufflante à l'avant qui sert de séparateur de particules, ben, c'est la fin du moteur, ça vient de finir là. Ouais, il y a ça. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Puis même au niveau de la soufflante, là, tout dépendant du style d'oiseau et de comment il rentre dans la soufflante. Si on regarde, on reste dans ce sujet, là, le F-35, là, récemment, il y en a un qui a avalé des morceaux d'un panier de ravitaillement en vol, puis il a réussi à se poser. Donc, okay. Tout de même. Mais si on parle d'un 320 qui avale une vingtaine de bernaches... mettons, au-dessus de New York, mettons, je prends un exemple au hasard. Mettons, au hasard, ouais. Puis, il pourrait se poser sa rivière s'il voulait. Yes. Passons. Donc, mais espace, c'est... Oui, qu'est-ce qui s'est passé cette année, Olivier? Hein? Ben, dans l'espace, André, il va pas faire son fanboy. Il y a SpaceX qui a eu beaucoup de bons coups cette année. Énormément de bons coups. Donc, le programme commercial de la NASA a très bien fonctionné avec SpaceX. Il y a 2 vols habités. Donc, le retour des vols habités depuis l'atterrissage de la navette spatiale Atlantis. En Floride. Et puis, on a aussi la nouvelle version du vaisseau Dragon de ravitaillement, Dragon 2, qui est comme la version habitée, mais avec du cargo. OK. Fine. Et ton vaisseau préféré, le Starship, André? Oui, moi, le Starship, oui, parce que moi, je suis convaincu que c'est le premier vaisseau qui va se poser sur Mars. Ça va être Starship. Ouais. Mais tu sais que par rapport à ça, André, je lisais cette semaine un compte rendu où on faisait parler des scientifiques de plusieurs spécialités et un peu partout à travers le monde. Il y a une petite controverse par rapport à ça, le fait d'aller se poser sur Mars. Là. Il y en a qui disent qu'on devrait aller directement sur Titan et de pas dépenser de l'argent et du temps à aller sur Mars, ça donne rien. Fait que c'est ça. Aviez-vous vu? Ouais, mais je dis juste ça, mais quand j'ai lu ça, je dis André va être content. Aviez-vous vu le citron de tous les diables sur Netflix où on allait habiter Titan? Ça a pas l'air facile. Ouais, vous irez voir ça, ce film-là, c'est nul. Ah, c'est pas si pire. Claudia, t'es dur un peu. C'était un citron. C'est plate. Mais c'est bon du citron. Tu peux mettre sur ton poisson, dans ta salade César, dans ton drink. Dans tes drinks, surtout. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a fait sourire. J'ai pensé à toi, André, avec ton Starship. Puis comme il y a... Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de citron sur Pluton. Fait que Neptune... Il n'y a pas de citron sur Pluton, n'importe quoi. Il n'y a pas de poisson. Excuse, il n'y a pas de poisson. J'ai dit Titan, j'ai pas dit Pluton. C'est quoi cette affaire-là? On cherchera le lien une autre fois. C'est là, Neptune, là, dans tout ça, là, qu'est-ce qui arrive avec Neptune? Ah ben lui, il est toujours en arrière. C'est toujours l'avant-dernier, tu sais. Non, c'est rendu le dernier. Hein? Non, mais non, il y a Pluton. Elle est plus dans le système solaire. Pluton? Il n'y a pas de poisson, là. Bon. En tout cas, bref. Je me rappelle pas du truc mnémotechnique pour les planètes. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Olivier, man! Olivier! Toujours fidèle au poste. Ah ouais! Excellent.
D'autres nouvelles de l'espace qui nous avaient marqué? Ben, ce que je voulais dire à propos de SpaceX, quand tu prends tout ce qu'a dépensé SpaceX depuis le début, depuis les premières expériences, t'inclus tous les lancements qu'il y a eu cette année, tous les lancements de Starlink, le coût de ce programme-là, de tout ça au complet, c'est moins élevé que le seul coût de la capsule de développement de la capsule Orion, Ben qui a voyons. volé qu'une seule fois. Ça se Et peut, ça? qu'on parle du développement gouvernemental. Ouf! Non, on parle de Boeing. là. Non, mais je veux dire... Orion, c'est Lockheed Martin. Lockheed Martin. Bon, C'est vrai? ça va bien. Damn! La fusée, c'est Moi Boeing, qui- mais Moi la qui capsule, cherchais c'est un Lockheed moyen Martin. de taper sur Boeing. Comment tu dis, Olivier? Le SLS, c'est Boeing, mais la capsule, c'est Lockheed Martin. OK. Ah. Alors, quand je te dis qu'ils sont compétitifs, ça a été pour SpaceX, ça a été l'année où ils ont pris les devants de l'actualité, puis ils sont devenus ils ont gagné en crédibilité, je dirais, pour eux autres. C'est ça la grosse différence. Ben, Avant, tout le monde, c'est la même affaire avec. C'est le même principe avec Tesla au niveau des voitures. Là. Je veux dire, on peut en débattre, c'est bon, c'est pas bon, c'est beau, c'est pas beau, peu importe. Là. Mais il reste que c'est un game changer. On a réfléchi en dehors de la boîte. Oh, c'est bien dit. C'est un petit peu ça l'idée. Puis je pense que c'est un petit peu ça ce que SpaceX apporte à l'industrie. Là. C'est que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, le beau Elon, là, c'est pas ça le point. Là. C'est, En fait, t'as un point, justement. Jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment une industrie. Oh! Je Mais mets SpaceX ça amène- dans ma pipe. Non, mais je veux dire... mais jusqu'à maintenant, c'était c'est plutôt vrai, gouvernemental. Il n'y avait aucun Oui. moyen de Non, non, rentabiliser c'est vrai. ces programmes-là. Là, tout d'un coup, ça commence à devenir C'était réservé viable. à une élite ou en tout cas à des chums de chums au Congrès parce que, tu sais, à la limite, tu peux dire qu'il y a ULA, là, United Alliance, qui est pas gouvernemental, mais c'est des chums de l'autre de côté. Là, fait que. Et aussi, ils ont un nom de cartoon, fait que ça compte pas. Ouais, il y a ça, effectivement. Donc, mais non, mais je pense qu'il y a un petit peu tout ça. Tu sais, c'est le rêve que apporte SpaceX. Puis je comprends tout à fait ton engouement, André, pour SpaceX. Moi aussi, je me retrouve comme quand j'avais 14 ans puis que je regardais la navette spatiale atterrir à la découverte. Là. Il y a ce petit côté, tu sais, oui. André, excuse-moi, je t'ai coupé. Pour finir la revue de l'année 2020 en beauté, Mhm. Oui. pendant que qu'on parle, là, je viens de recevoir un courriel, communiqué de presse. Bombardier annonce la vente de 10 avions de Challenger 350. Client anonyme, mais c'est une commande ferme de... 10 avions. Bon, je leur avais dit de pas le dire. Moi, c'est le premier, c'est le premier communiqué de presse qui annonce une vente d'avions chez Bombardier. Oh, depuis longtemps, je me demande s'il y en a eu cette année. Il y en avait eu Oui. l'an passé. Les 2 avions pour les gouvernements canadiens. Oui, tu as raison. Alors, ça remonte au mois de juin. Hey, d'ailleurs, il y a une nouvelle par rapport à ça, André. Là, surfons sur ta bonne nouvelle. Il y a le gouvernement canadien qui est en train de voir la possibilité éventuelle de peut-être d'acheter des avions commerciaux usagés pour remplacer ces Polaris. Ouais, mais tu sais qu'on est au Canada. Hein? À partir C'est du vrai. moment où Bon, on en parlera dans l'épisode de 3842. Ah non, ça, on va avoir un vrai débat parce que c'est juste l'idée qu'ils vont faire ça de même, c'est complètement ridicule. Ah oui? On n'aura pas de débat, je pense qu'on est tous d'accord. Ah oui, ben s'ils sont cons, là, ils ont juste acheté des KC-30, là, puis ça finit là. Bon, ça y est, l'épisode vient de devenir explicite. J'ai pensé, Olivier, puis je voulais pas le dire, mais il pourrait, par exemple, faire ce que la France a fait avec ses avions gouvernementaux. Là. Pas les Phoenix qui ont acheté, là, c'est les 330 ravitailleurs. Là. Ils en ont aussi acheté pour le gouvernement pour remplacer les vieux 340 qu'ils avaient. Puis c'est des avions usagés, donc des 330 usagés qu'ils vont éventuellement reconvertir en... Mais on n'a pas le budget, puis on n'a pas la force nécessaire pour avoir des avions à la fois qui sont VIP et ravitailleurs. Faut que nos avions fassent tout. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça qu'ils vont faire. Ouais, tu peux pas acheter des mettons, OK, on achète des Airbus 330 usagés. Oui. Puis là, on est pogné avec ça. Puis là, si on veut les transformer en tanker, misère, là, ça va coûter cher. Versus acheter des KC-30, juste comme on en achète 3 puis ça vient de finir, là. Clé en main, là. Ouais, mais on peut pas acheter des MRTT à la place? Ben, c'est ça. Mais c'est ça, un KC-30. Un KC-30. OK, merci. OK. Je peux regarder, c'est ma journée. Greg digresse aujourd'hui. Comment ça, je digresse? Olivier, avais-tu fait le tour des sujets? Ah, tout! OK, Non, ben, go. mon tonnerre. Mais pardon, Olivier, je m'excuse.
OK. Il y a eu le pauvre monsieur qui s'est éjecté de Rafale, puis ils n'ont pas perdu l'avion, puis on se demande bien comment. C'est vrai! Oui! Il y a eu Lui, Attends, il a dû avoir la C'est ride une de sa vie, nouvelle, man. farfelue de 2020, là. Ouais, on a eu la remotorisation du B-52 qui est débuté. Ouais. On a eu le KFX qui est en construction, l'avion furtif coréen, qui a reçu ses moteurs et qui est en assemblage final. Oui. On a eu l'incendie sur un porte-avions aux États-Unis. Le Quand même, bateau, c'est maintenant, vrai. c'est officiel, Il est scrappé. il sera ferraillé. Ouais. On a eu 3 missions vers Mars. La mission des Émirats Arabes Unis, la mission de la Chine, la mission de la NASA, avec Persévérance et l'hélicoptère Ingenuity. Ouh. Et on a une nouvelle pour le porte-avions français. C'est vrai. Il va y avoir un... Comment ils appellent Le ça? PNG. Un pang? Pang! Le pang! Le porte-avions nouvelle génération. Je savais pas qu'il venait Il faut de ça. le dire avec l'accent marseillais. C'est ça. Moi, man, un marin, un Basé pirate, à n'importe Toulon. quoi avec l'accent marseillais, c'était correct. On les mène. Donnez-moi tout au Il pain sera- au raisin. Il sera basé à Toulon. Bon, Oh, all peu right. cher. Il est André? pas là. OK, ça va André faire. a disparu. Non, ça va faire. J'avais un autre qui venait de Menton, hein, fait que... Ouais. Menton. Menton. Mais moi, mon père habitait à Toulon. Des fait que- derniers points, André? T'as réapparu, Ouais. André! Non, all Ouais, good? ben non, je Parfait, vais alors on va rajouter parce que- essayer de garder Greg sur ses rafales. Ce sera pas facile, alors je demande Arrêtez, votre concours. là. C'est Noël, car il neige dans ma tête. En rafale. Ouais, on essaye ça. Ouais. OK? Mhm. C'est Alors, parti. quoi d'autre devriez-vous Ce qu'on devrait cette savoir semaine? et où discuter de et où cligner de l'œil de ou whatever de cette semaine. On a M. Poutine qui est arrivé avec qui est revenu parce qu'Olivier nous a confirmé qu'il en avait déjà parlé avec Ah, c'est redondant, ça. c'est n'importe quoi. Le Tupolev Tu-160, donc le bombardier qui ressemble au B-1 Lancer là, américain. Lui, Poutine a dit on pourrait faire un transporteur supersonique avec ça. Il y a Alaska Airlines qui a confirmé l'achat de 23 autres Boeing 737 MAX. Cette nouvelle-là, c'était pour André, juste pour l'écœurer. Il y a Finnair en Finlande qui a reçu, ça a été approuvé, 400 millions d'aides gouvernementales. C'est une nouvelle que j'ai mis là pour écœurer notre ministre des Transports. On a également la confirmation qu'on reprend les vols. En fait, je reprends ça. C'est la confirmation des compagnies qui reprennent les vols en 737 MAX. C'est pour André également. Donc, Gaulle qui est reparti déjà. Aéromexico, puis Double A en 2020, ça. Donc, Double A, c'est le 29. Il y a United et Southwest avant le mois de février, fin février. Puis, il y a Air Canada et China Southern qui n'ont pas annoncé de date, mais qui ont confirmé qu'ils referaient revoler l'avion. Il y a le MC-21 qui reprend qui a repris ses vols. En fait, qui a fait son premier vol avec la motorisation russe. Les On avait- PD-14. Hein? Les PD-14. Ouais, les PD-14 ou quelque chose de même. Là. J'oublie tout le temps. Ils ont toujours des noms bizarres, leur affaire. Puis, tu sais, c'est designé par un, fabriqué par l'autre, whatever. Il y a également une nouvelle qui est quand même importante, malgré toute cette bonne humeur-là. En France, on a annoncé, puis ça, c'est une petite flèche à notre ministre des Transports qui a fait absolument pas grand-chose. On vient de lancer un programme d'aide. Donc, c'est des prêts garantis par l'État. Pour renforcer l'aide aux fournisseurs pour tout ce qu'ils appellent la filière aéronautique. Mais ce qui est important de mentionner ici, c'est pour les PME et les TPE. C'est pas pour Airbus et Safran et tout ça. C'est pour les fournisseurs de troisième, les tier 3. Mhm. C'est ça? Mhm. OK. Et Je te dernière... corrige là-dessus, c'est pas- je te reprends sur la dernière nouvelle. Tu n'envoies pas ça au ministre des Transports, tu envoies ça à Christian Freeland. C'est Yes, l'homme de la sir. situation. Bon point, c'est- André. Je te testais. Excellent. On a besoin d'une femme sur ce dossier-là parce que visiblement, l'autre, il fait rien. J'allais dire un gros mot, mais en tout cas. Et dernière petite nouvelle dans ces rafales-là, très intéressante. Un petit clin d'œil à nos amis de Saint-Pierre-et-Miquelon. La nouvelle date de la semaine passée, je m'excuse, mais on l'a laissé passer sans en discuter. Il y a Air Saint-Pierre qui a reçu son seul et unique ATR 42-600. C'est arrivé le 11 décembre dernier. J'ai oublié de le mentionner. Et pourquoi j'en parle en finissant comme ça? Ben parce qu'ils viennent à Dorval. Ils desservent les îles à partir de Dorval.
D'accord. Donc, c'est nos petits cousins qui viennent nous voir presque tous les jours, je pense, si mes souvenirs sont bons. Tout de même. Ouais. C'est quand même impressionnant à faire ça. Là. Les Saint-Pierre-Miquelon, c'est à l'autre bout du monde. Ils fonctionnent ça avec un ATR. Là. Comparé à un Dash 8, il y a beaucoup d'autonomie dans un ATR. Puis, ça fait longtemps qu'ils volent en ATR jusqu'à Dorval. Mhm. Et je salue nos amis de Saint-Pierre-et-Miquelon parce que cet avion-là, s'il y en a qui ont eu la chance de le voir de proche, là, c'est entretenu, mon ami, à rendre jaloux un propriétaire de Ferrari ou de Bentley. Moi, j'ai fait beaucoup les îles Montréal direct en Dash 8. Ouais. Puis c'était toujours, on regardait avec 50 passagers puis du cargo, là, on regardait le gaz, là, puis il faut pas qu'il vende trop fort quand on revient. Hein? Ouais, absolument. Ben, Puis non, eux autres, Ils ont il y a complètement pas de stress. optimisé cette machine-là. Ben, ouais, tout à fait. Juste le carburant, un Dash 8, c'est comme 5600 livres de carburant, puis un ATR, c'est 9000. Ouais, Ouais. quand même. Fait que voilà, c'était une petite nouvelle pour finir. On salue nos chums, cousins, Le collègues. double du fuel dans ta patente-là, c'est n'importe quoi. Là-dessus, Oui. chers auditeurs, Oui. de la part de toute l'équipe d'Aéropod, je pense que vous vous joignez à moi pour souhaiter un excellent temps des fêtes et une bonne année 2021 à tout le monde. Bien entendu, Absolument. nous serons de retour en janvier pour... De plus, comment on dit, d'autres aventures, de plus grandes aventures. Exactement, pour d'autres aventures. D'autres Plus aventures. de L'aventure, discussion. l'aventure se continue. Parfait. Alors, merci tout le monde d'avoir été parmi nous. C'était Claudia Wallet. Grégory Blanc. André Allard? Olivier Lacombe. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.